All power to the people. 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 Chères sœurs, chers frères, chers camarades, ce soir, Bruxelles Panthères, organisation de l'antiracisme politique et décolonial, a l'honneur d'accueillir Ramzy Baroud, journaliste et écrivain américano-palestinien, qui nous fait le grand privilège de sa présence dans le cadre d'une tournée en France et en Europe. Ce soir, ce n'est pas une simple rencontre que nous organisons, c'est un moment de résistance politique, de réaffirmation de notre engagement contre le système d'oppression sioniste qui pèse sur le peuple palestinien et sur tous les peuples de la région. Nous devons nous rappeler que dans un contexte de violence systémique et de génocide à Gaza, la docteure Soma Baroud, la sœur de Ramzy, a été tuée, ainsi que 6 autres personnes innocentes, dans un bombardement israélien ciblant son taxi à Khan Younes. Elle faisait partie de ces centaines de milliers de victimes, de ces vies sacrifiées sous les bombes d'un régime colonisateur et raciste. À Ramzy, à sa famille, à tous les Palestiniens et Palestiniennes, nous adressons nos condoléances fraternelles, mais surtout notre solidarité inébranlable. Nous sommes ici pour honorer la mémoire des victimes, mais aussi pour continuer de résister et de lutter à leur côté. Bruxelles Panthères tient à rappeler que cette lutte est indissociable de la lutte antiraciste, anticoloniale, anti-impérialiste et anti-sioniste. L'injustice et la violence que subit le peuple palestinien sont les conséquences d'un système impérialiste, raciste et colonial qui n'épargne aucune région du monde. Ce système empire par les politiques de nos gouvernements européens et particulièrement le gouvernement belge qui parle beaucoup mais n'agit pas de manière concrète. Comment pouvons-nous accepter que malgré l'ampleur de la catastrophe à Gaza, nos gouvernements continuent de soutenir de manière tacite ou explicite le régime israélien d'apartheid et génocidaire? En Belgique, nous avons la responsabilité de dénoncer cette complicité. Le silence et l'inaction ne sont pas une option. Nos autorités doivent cesser de fermer les yeux et agir concrètement à chaque niveau de pouvoir. Le gouvernement belge a une responsabilité directe dans ce soutien, qu'il soit politique, économique ou diplomatique. Le temps est venu de mettre fin à ce soutien inconditionnel à Israël. Ici en Belgique, chaque niveau de pouvoir doit suspendre ses accords bilatéraux avec Israël, y compris le jumelage de la commune d'Ixelles avec Megiddo, ainsi que les accords qui continuent de renforcer un régime d'apartheid. Nous devons exiger la fermeture de l'ambassade israélienne en Belgique et la poursuite des belgo-israéliens impliqués dans les crimes de guerre. Ce sont des actions concrètes qui peuvent réellement contribuer à la justice pour la Palestine et à la fin de l'impunité d'Israël. La lutte contre le colonialisme, l'impérialisme et le racisme doit être internationale. C'est une lutte pour la décolonisation, pour la justice sociale et pour la liberté des peuples. Nous soutenons la résistance du peuple palestinien, by any means necessary, comme le disait Malcolm X. Ce n'est pas seulement une question de solidarité, c'est une question de justice et de dignité et de liberté. Je tiens à exprimer un grand merci aux éditions La Guillotine pour la publication de ce livre, ainsi qu'aux traducteurs qui ont œuvré pour offrir aux francophones l'opportunité de découvrir les écrits de Ramzy Baroud. Un merci particulier au frère Bouna Chemseddine de la Brigade panafricaine pour la Palestine, qui a joué un rôle clé en accompagnant Ramzy et en s'assurant que cet événement puisse avoir lieu ici à Bruxelles. C'est grâce à Bouna, à son engagement, sa détermination, que nous avons pu faire cette rencontre aujourd'hui. Un grand merci à toi, Bouna. La solidarité panafricaine avec la Palestine est plus forte que jamais. Et c'est un honneur de voir ces liens se tisser avec tant de ferveur et de conviction. Je voudrais aussi remercier chaleureusement les sœurs Malika et Naomie qui vont assurer la traduction ce soir,
Je remercie la sœur Anna pour son accueil, Khalid, Essam et tous ceux qui ont fait que cette rencontre puisse avoir lieu aujourd'hui. Nous sommes donc ici ce soir pour soutenir sans réserve également Samidoun, les étudiants, les militants et toutes celles et ceux qui sont persécutés pour avoir pris position pour la justice. Nous sommes là pour revendiquer la fin de la répression, pour soutenir les voix courageuses qui, comme celle de Ramzy Baroud, continuent de défendre la vérité malgré les menaces et les souffrances. Nous vous invitons également à découvrir et à soutenir le travail de Ramzy Baroud en achetant son livre ce soir. Cet ouvrage est plus qu'un livre, c'est un acte de résistance intellectuelle et politique. Merci à vous d'être ici. Merci à vous de continuer à lutter pour un avenir plus juste et décolonisé. La lutte continue. Merci. Chères sœurs, chers frères, chers camarades, je vous invite maintenant à accueillir Ramzy avec toute la fraternité et la chaleur qui lui sont dues, de l'applaudir de tout votre cœur pour la lutte qu'il mène, pour la vérité qu'il porte et pour la résistance qu'il incarne. I can get started. Should I go ahead? Okay. Thank you very much, everyone, for being here. Thank you very much to the organizers and to you, Brother Nordine. I appreciate all the work that you and the community continue to do. I am greatly honored being here with you today. I had the pleasure of being in Belgium before, and I'm happy to be back in your beautiful city, although it's a little bit too cold. Ok, merci. Il remercie, pardon. Ramzy remercie autant le public que les organisateurs et bien sûr mon frère Nordine pour le travail qu'il accomplit et la communauté également. Il a déjà eu l'occasion de venir à plusieurs reprises, à une autre reprise à Bruxelles, donc il est très content d'être à nouveau parmi nous, même s'il fait froid. Okay, so before we get started, let me try to chart this idea of how I perceive, and many Palestinian historians perceive history to be. There are two kinds of histories that are relevant to Palestine. One is what I call the history and the politics of distraction. This is a very Zionist type of history. The kind of history that is centered around ideas pertinent to Zionist agendas and Zionist interests, which have been historically linked to colonialism and settler colonialism. Je vais essayer. Alors, il voudrait d'abord commencer son propos par délimiter comment les Palestiniens perçoivent l'histoire. Et pour cela, il va parler de deux concepts, deux types d'histoire. L'une est l'histoire de la distraction, ce qu'il rattache à l'histoire racontée par les sionistes, qui est centrée sur, évidemment, leur agenda et leur objectif. So according to this history, for example, Palestine was not a populated land with a Palestinian civilization and culture that is as old as the recorded time and even earlier than that. Okay. Donc le premier présupposé de cette histoire est que la Palestine n'était pas peuplée au moment où il la colonise, puisque c'est une histoire de colonisation, et qu'elle ne fait pas référence à cette histoire ancienne datant de cette précolonisation. So, according to this version of history, Palestine was a land without a people, which naturally makes it this perfect fit for how Zionist colonialism worked, because it will, kind of makes it rational for it to fit into a land without a people, for a people without a land. This was the Zionist maxim for a long, long time. And it didn't change until quite recently, but with a little bit of a twist. Alors cette maxime bien connue sioniste qu'il s'agissait d'un pays
sans peuple pour un peuple sans pays, ça fonctionnait bien. Le peuple se mettait bien en place avec cet esprit pour rationaliser leur démarche sioniste. In the late 1960s, for example, Zionist leader Golda Meir had that famous statement of hers that the Palestinian people do not exist. Alors, d'abord pour revenir à ce qu'il avait dit juste avant, parce que j'oublie quelque chose d'important, c'est que cette maxime sioniste, jusqu'à récemment, c'était celle qui avait valeur et foi, et il n'y avait pas d'autre type de narratif. Et là, il citait Golda Meir, qui, dans les années 70, avait l'audace de dire que le peuple palestinien n'existait tout simplement pas. Now, when the Zionists say that Palestinians do not exist, they don't mean that we don't exist as human beings with blood and flesh and blood. What they are referring to is that we do not exist as worthy nation, civilization, a people. Alors, quand évidemment les sionistes disent que le peuple palestinien ou les Palestiniens n'existent pas, ils ne font pas référence au fait qu'ils n'existent pas en tant qu'êtres humains, que ces êtres-là n'existent pas sur cette planète, pour faire simple, mais qu'ils n'existent pas en tant que nation, ou qu'ils n'ont pas cette valeur, qu'on ne leur accorde pas, cette valeur de nation. Thanks to the fact that the Palestinians have asserted themselves as an existing reality, as an actual nation with rights and aspirations, the Zionists were forced to kind of redraw the language a little bit, to the point that Bezalel Smotrich, as a representation of far-right extremist Zionism, came with the slogan that Palestinians are an invented people. Alors, évidemment, face à la résistance palestinienne de contrer ce narratif que les Palestiniens n'existent pas en tant que nation, force de la part grâce à cette résistance acharnée et soutenue, ils ont quand même gagné du terrain au point que quelqu'un comme Smotrich, d'extrême droite, peut parler de Palestiniens. What's that, Smotrich, please? Sorry. Invented people? Ah voilà, les Palestiniens, voilà, ils n'existent pas. Maintenant, on est passé au stade de c'est un peuple inventé. Now, this is really important in relations to the genocide underway in Gaza. Because when people do not exist, or when they are invented, it means that they do not have any legitimate aspirations, they don't have rights. So that leads to the process of dehumanization. What Israel is doing in Gaza, the Israeli genocide in Gaza, is an outcome of that long process of the dehumanization of the Palestinian people. Et évidemment, donc, c'est ce présupposé, c'est ce qui permet ce génocide actuellement à Gaza, parce qu'il permet de nier les droits des Palestiniens, leurs aspirations légitimes, et permet ce processus de déshumanisation, qui est un long processus qui donne aujourd'hui les résultats que nous voyons depuis 13 mois plus. That should help us understand why Israel has done what it has done after October 7. According to mainstream media and mainstream thinking, that the whole thing was linked to the Al-Aqsa flood operation on October 7. But in reality, this is not true, because October 7 itself was an outcome of certain historical dialectics and a certain historical context. While on the other hand, a nation doesn't come just in a split second become a genocidal nation. There is a process that's been going on for decades that led to this particular moment. Donc, il rappelle donc que ce processus est un processus long et lent, et que c'est ce qui permet évidemment de rattacher ce qui s'est passé le 7 octobre et de le limiter à l'opération Al-Aqsa et de nier tout ce qui a mené à cet événement. But of course, this is part of the history of distraction. As long as the Israelis fabricate
these kind of claims and these kind of cliches and discourses about Palestinians as long as they have the leverage of controlling the language on Palestine. Remettre ce contexte nous permet de mieux comprendre l'opération du 7 octobre et de reconnaître qu'il y a évidemment une dialectique historique derrière cette opération et des conditions matérielles qui y ont mené. Une nation ne devient pas génocidaire du jour au lendemain. Il y a tout un historique qu'on doit considérer avant le 7 octobre. Et donc, tant qu'Israël fabrique encore l'histoire palestinienne et continue à contrôler le langage, le vocabulaire, la sémantique et comment on présente les Palestiniens, on ne peut pas sortir de ce statu quo et de la réelle histoire des Palestiniens. If you think about it, we have this idea that the Zionists are very clever. They're very smart people. They play with the language like magic. They have this powerful discourse on Palestine. In actuality, they don't. Listen to the things that Netanyahu says, or Itamar Ben-Gvir, or Derry, or Smotrich, or any others. You will find that it's quite a fumbling language that makes no sense, quite racist. I mean, for example, when Derry speaks about the Minister of Heritage, not Derry, Eliyahu, the Minister of Heritage in Israel, when he speaks about, well, if we fail to push the Palestinians out of Gaza, we can just drop a nuclear bomb on them. This is the Israeli Zionist discourse. It's not clever at all. On a cette idée, en tout cas on avait cette idée que les zionistes sont des personnes très intelligentes, qui sont douées avec la langue et qui sont douées pour présenter les choses telles qu'elles sont. En réalité, on se rend compte maintenant que ce n'est pas le cas. Écoutez Netanyahou et les autres, le discours qu'ils tiennent n'est pas du tout intelligent. On a par exemple Eliyahu, donc le ministre de tout ce qui est héritage, qui proposait que si on n'arrive pas à chasser les Palestiniens, on peut juste les bombarder tout simplement. Et en fait, ce sont des solutions évidemment qui ne sont pas rationnelles. But what makes this language prevalent and omnipresent in our lives is the fact that it's the only language that is actually allowed, after being filtered by mainstream media, is the only language that is allowed into the public discourse. Well, the Palestinians are completely marginalized, hidden, censored, and attacked. Ce qui rend ce discours majoritaire dans nos médias et dans notre conscience collective, c'est parce que justement les discours sont filtrés, les discours qui sortent de Palestine sont filtrés, et ce qui nous arrive en fait, ce sont uniquement les discours sionistes, ce sont les seuls qui sont permis aujourd'hui dans les médias et les sphères de discussion, disons, mainstream, parce que les voix palestiniennes sont effacées, les voix palestiniennes sont tues, sont censurées, oui. The fact that even social media, which was the last haven of supposed freedom of expression, is now censoring Palestinian voices, Palestinian language, pro-Palestinian activism in all of its sorts, is an expression of the trepidation, the fear that they have, that if Palestinians are being listened to, the Zionist discourse is going to completely crumble. Le fait qu'aujourd'hui, l'espace médiatique et digital, donc les réseaux sociaux, qui était en fait le dernier espace où les voix palestiniennes ou pro-palestiniennes étaient encore possibles, le fait que cet espace aujourd'hui soit aussi censuré et contrôlé, ça nous montre en fait la peur des zionistes par rapport au discours palestinien et pro-palestinien. Et en fait, cette peur, c'est que si on donne plus d'espace aux voix palestiniennes, le discours zioniste va s'effondrer. This leads me to the Palestinian version of history. You see, when a Palestinian historian, the likes of Walid al-Khalidi, for example, one of our greatest historians in the English language throughout the years, when they came to tell a version of Palestinian history, he realized that there's very little spaces for Palestinians to tell their own story. So what Palestinian historians have done, and not because of the lack of wisdom on their part, but because that was the only space allocated for them, is to try to demonstrate that they are not, or the Palestinian people are not what mainstream media says the Palestinians are. This leads us to what I call history of negation. Alors, là, il va
il parle de la deuxième partie, l'histoire du point de vue palestinien. Il dit que lorsque les historiens palestiniens ont essayé de parler de leur histoire, et il parlait de Walid al-Khaled. Walid al-Khaledi. Walid al-Khaled, un historien qui écrit en anglais, qui est largement reconnu. Il se trouve qu'il trouvait peu d'espace, c'est-à-dire que leur voix n'était pas entendue, leur histoire n'était pas entendue. Le seul espace qui leur était resté, c'est de faire la démonstration de la fausseté de l'histoire sioniste. Donc c'est pour ça qu'il le définit comme une histoire de la dénégation, de la négation. Pardon. So, for example, a Palestinian version of history could be summarized into trying to prove that, for example, Palestinians have existed in the pre-Zionist movement. That we had cities, we had urban centers, and we had urban elites. We had homes, we had trains, we had singers, we had poets, we had cars, and that sort of thing. Alors, les Palestiniens, donc historiens, ont été amenés à devoir prouver ou attester de l'existence même des Palestiniens, de leur ville, de leur train, de leurs chanteurs, de leur culture. Donc, attester même de l'existence, comme ça, de devoir présenter le fait que tout cela existe. Donc, c'est pas parler de leur histoire, mais de l'existence même de cette histoire. Now, one can sympathize and understand this kind of history simply because we were told you don't exist, you're uncivilized, you're barbarians, you are nomadic, you are nobodies. So it kind of makes sense of why that version of history became, in a way, necessary. But in the process of doing so, we continued to exist in the realm of responding to what they are saying that we are. Donc, évidemment, par cette histoire, on peut susciter la sympathie, parler justement de ces gens qui existent, de leur histoire, de leur culture, etc. Mais de fait, c'était une version nécessaire, donc contrer ces gens qui les niaient, mais ils se sont développés qu'en réponse. Pardon, j'ai raté quelque chose. So, for example, you hear quite often Palestinians say, we are not anti-Semitic. But why should Palestinians say that? Why should Palestinians say we are not anti-Semitic? We're not the ones who are doing the harm. We're not the ones who colonized the other person's land. We are not the ones who are carrying out the genocide. We are not the ones involved in the racist erasure of the Palestinian people. Yet somehow we have to, in order for us to gain permission, as Edward Said would put it, permission to narrate, we also have to declare our position that we are not anti-Semites. Also, we didn't all elect Hamas. Many of us don't agree with Hamas, and also we don't want to throw the Jews into the sea, and so on and so forth, to the extent that at the end of the day, we failed to actually say who we are. En partant de l'exemple, par exemple, de devoir se défendre contre l'antisémitisme tout le temps, donc, alors qu'ils ne sont pas eux ceux qui causent ce génocide, le nettoyage ethnique. Pardon, je fais ça. Donc, c'est pas eux qui sont coupables de racisme, et pourtant, ils doivent tout le temps se défendre de cela. Du coup, ils n'ont même pas obtenu cette permission de se raconter. Par exemple, ils n'ont pas tous les Palestiniens n'ont pas élu le Hamas, lui non plus. Tous les Palestiniens n'aspirent pas à jeter les Juifs à la mer, etc. Mais pourtant, ce sont les affirmations contre lesquelles ils doivent tout le temps se répondre, et donc non plus cet espace pour raconter une histoire positive. In actuality, you can never truly convey Palestinian history unless you recenter history around the Palestinian people and the history of the Palestinian people, as opposed to the history of the Zionist movement, which places Palestinians merely as victims
or as an outcome of what the Zionists have or haven't done to the Palestinian people. On ne peut pas parler de l'histoire de la Palestine sans replacer les Palestiniens au centre de cette histoire. Il faut qu'on réussisse à raconter l'histoire de la Palestine et non l'histoire du sionisme ou de la réponse au sionisme. Les Palestiniens et Palestiniennes sont les acteurs de leur histoire et doivent être au centre. C'est ça le défi de cette histoire à créer et à raconter. The Palestinian people's history is a resistance-based history. And this is really interesting how many people are afraid to say the word resistance, as if the word resistance is a swear word, or as if it's a word that could tarnish someone's reputation or career or standing in society. But if you remove that term, you completely erase Palestinian history, and I will tell you why. On ne peut pas parler d'histoire palestinienne sans parler de résistance. L'histoire de la Palestine est faite de résistance. Et aujourd'hui, la résistance, c'est un mot qui fait peur. On dirait que c'est un gros mot. Les gens ont peur de le prononcer. Ils ont peur pour leur carrière ou voilà, leur sphère sociale. Il y a une sorte de tabou derrière ce mot et pourtant on ne peut pas l'enlever parce que enlever le mot et le concept de résistance de l'histoire palestinienne, c'est en fait effacer tout simplement cette histoire. Let's imagine that Palestinian history is a chart, is a pie chart. Is a chart, like, a pie chart, the thingy with the triangles. We know what the Zionist movement wanted to do in Palestine. They wanted to completely erase the Palestinian people, push them out, take over their cities, rename their streets, rewrite their history altogether. But the Palestinian people are still there. Despite of everything, they are still growing in numbers, and more or less there are as many Palestinian Arabs in Palestine, Christians and Muslims, as many as Israeli Jews. The vast majority of them came from Europe. Alors, on va imaginer l'histoire palestinienne comme un graphique en camembert, vous savez, avec différentes parties, comme des triangles. Ramzy va y revenir plus tard. On connaissait très bien le projet sioniste, donc c'était de nettoyer la Palestine, de se débarrasser des Palestiniens, de remplacer le nom de leur rue, de leur village, d'effacer leur histoire. Mais ça n'a pas réussi, ça ne réussira pas. On est toujours là, les Palestiniens sont toujours là, et d'ailleurs on est même, on augmente, on pourrait dire. Aujourd'hui, on a presque autant de Palestiniens arabes, musulmans et chrétiens sur le sol palestinien que de juifs israéliens, qui, par contre, eux et elles, viennent plutôt d'Europe. Okay, so if Israel, with the help of almost the entirety of the Western Hemisphere, done everything in its power to completely push Palestinians out of Palestine, to erase Palestinians, to turn Palestinians into a non-entity, non-viable political entity, yet Palestinians continue to exist, we have to ask the question, why? Why are Palestinians still there, and why are they still fighting? Alors, si on suppose que l'État Israël, dans l'histoire de son existence, a reçu tout le soutien nécessaire de l'hémisphère, de l'Occident, disons, pour arriver à satisfaire son projet, et que son projet qui était donc de rendre la Palestine comme une entité politique qui n'est pas durable et qui ne peut pas durer sur le long terme, donc on en avait parlé de nier cette entité politique. Si on suppose cela, alors comment ça se fait que les Palestiniens sont toujours là? Comment ça se fait qu'on est encore là et qu'on continue à se battre? The continuity of the Palestinian people and the Palestinian struggle is not linked to any faction or leader, neither to the PLO, neither to Hamas as a political structure, nor to Fatah, nor to any other. It is linked to the Palestinian people themselves. Le combat de libération que mènent les Palestiniens n'est pas lié à aucune entité. Ce n'est pas lié au Front de libération palestinien, ce n'est pas lié au Hamas, ce n'est pas lié au Fatah, c'est lié aux Palestiniens et Palestiniennes elles-mêmes en tant qu'individus et en tant que peuple. If you look at the history of Gaza itself, 1947-48, that's the Nakba, the catastrophe that pushed nearly 1 million Palestinians out of their historic homeland, including my family in the village of Beit Daras in southern Palestine, pushing them into refugee camps within Palestine but all over the world.
Si on regarde à l'histoire de la Palestine, donc on a en 1947-48 le début de la Nakba, la catastrophe, donc le déplacement massif de population palestinienne vers d'autres parts du pays, y compris ma propre famille, donc de Daras, dans le sud de la Palestine, qui a aussi été mise dans des camps de réfugiés. Donc dans des camps de les Palestiniens ont été poussés dans des camps de réfugiés dans leur propre pays ou simplement sortis de leur pays. Palestinians resisted British colonialism, Zionist colonialism, and the moment they landed in Gaza, they began a new type of resistance that at the time we called the Fidaiyin movement. À travers l'histoire de la Palestine, les Palestiniens et Palestiniennes ont résisté à plusieurs types d'oppression. On a d'abord eu le colonialisme britannique, ensuite on a eu le colonialisme israélien, et ensuite quand les Palestiniens ont été poussés dans ce qui est devenu la bande de Gaza, il y a une nouvelle forme de résistance qui s'est créée, qu'on a appelée Fidaiyin. Now when I talk about resistance, I'm not talking about guns. I'm not talking about firepower per se. Because armed struggle is a component of Palestinian resistance. It's only one small component. And in order for armed resistance to be sustainable, as it is in Gaza today, it would have to exist within what we call al-hadina al-sha'biyya, or the popular embrace of the Palestinian people. Otherwise, it would have not existed past a week or 2 or 3. Quand je parle de résistance palestinienne, je ne parle pas seulement des armes. La lutte armée, c'est un petit élément qui constitue le plus grand combat et la plus grande résistance palestinienne. Toutes les formes de résistance, qu'elles soient, doivent, pour être durables, être aussi populaires et être endossées par une majorité de la population au final. I've always argued that Gaza is the most important part in shaping modern Palestinian history. Gaza has very small territories, is about 360 square kilometers. Gaza doesn't have natural resources, at least not in Gaza itself, and Gaza is overpopulated. Yet somehow, Gaza has always served as the backbone of Palestinian resistance in all of its forms, since 1948 until today. J'ai toujours avancé que Gaza était l'élément principal de la résistance palestinienne, ou en tout cas ce qui l'a le plus influencé, le plus forgé. Gaza, c'est un tout petit territoire qui n'a pas de ressources naturelles propres et qui est aussi surpeuplé, merci, qui est aussi surpeuplé. Et pourtant, c'est Gaza qui a constitué le squelette et vraiment la pièce angulaire de la résistance palestinienne depuis 1948. The Fidaiyin movement became the Palestine Liberation Army, and later on became the communists, the socialists, Fatah, and as of the late 1980s, the Islamic movement Hamas, and now all of these movements together currently fighting in Gaza. Le mouvement Fidaiyin est devenu en français, le Front mouvement de libération d'abord. Oui, le Front de libération armé pour la Palestine, qui ensuite qui a mué pour devenir le Fatah, donc mouvement communiste et socialiste, et ensuite depuis les années 80 qui est devenu le Hamas, qui a inspiré le Hamas. Aujourd'hui, on a toutes ces forces-là qui se battent ensemble à Gaza. Several generations of Palestinians in Gaza continue to remember the very villages from which they were expelled in 1947, 1948. And it is that memory that compelled the resistance in Gaza to continue throughout the years, which means memory in the hands of Palestinians is a weapon, and memory is a form of resistance as well. Aujourd'hui, à Gaza et en Palestine, on a plusieurs générations qui continuent à se remémorer les villages d'où elles venaient. Il y a des personnes qui sont encore vivantes, qui ont vécu la Nakba en 1948. Et donc, on a une mémoire populaire qui s'est créée. Cette mémoire, aujourd'hui, elle inspire la résistance et c'est ce qui permet à la résistance de continuer. La mémoire, dans les mains des Palestiniens, est une arme. So, let's go back to the chart.
If we are to draw Palestinian history and continuity and resilience in a chart, and try to answer the question, why do the Palestinian people continue to be in Palestine, fighting, resisting, and are aware of their rights? You will find out that resistance occupies the majority of this chart, and a small triangle goes to everything else. Yet somehow, when we talk about Palestine, especially in the West, we do not use the word resistance. Alors, si on reprend ce graphe du début et qu'on assigne une grosse portion de ce graphe, un triangle, à la résistance et la résilience palestinienne, et qu'on se repose la question pourquoi ils résistent, pourquoi ils sont encore là à occuper leur terrain et résister pour leur terre et leurs droits, c'est que la résistance, elle occupe une grande partie de ce graphe. Et tout le reste, une portion petite, bien plus congrue de ce graphique. Why are we scared of the word resistance? And by extension, by being scared of using the word resistance, we are denying the Palestinian people their roots. And also, we are insisting that the Palestinian people can only exist in one form. The Israeli form of the Palestinians' existence, Palestinian terrorism, and the Palestinian or the pro-Palestinian response to that is the Palestinian victim. Nobody else exists in these between these two spaces. Alors, une chose que j'ai oublié de dire juste avant, c'est que donc alors que ce graphe que la partie résistance occupe une grande partie de ce graphique, pourtant c'est un mot, comme il a dit tout à l'heure, qui fait bien peur. On a très peur de l'utiliser ici en Occident et ailleurs. C'est aussi une manière de ne pas reconnaître les origines de cette résistance. Et on n'arrive pas à me relire. C'est un peu difficile. Tu l'as lu, toi ? Vas-y. Si on accepte de présenter les Palestiniens, Palestiniennes sans le mot résistance, comme on l'a dit, en fait, on nie leur existence, parce que leur existence est faite de cette résistance. Et donc, on accepte le discours zioniste. Le discours zioniste, il présente les Palestiniens, Palestiniennes seulement de deux façons, si on enlève ce côté résistance. Soit on est des victimes, soit on est... je ne sais pas s'il a utilisé le mot terroriste, mais en tout cas des personnes qui... Voilà. Soit on est des terroristes parce qu'on utilise les moyens de la résistance, soit on est des victimes. Il n'y a pas de possibilité d'exister entre ces deux extrêmes-là, dans le discours sioniste. There is a difference between being a victim and between victimhood. Being a victim is something that is imposed on you from an outside force. But victimhood is embracing that role that has been assigned to you. Resisting is refusing the victimhood and insisting that you are a political agent and you have agency and you are capable of changing the circumstances. Alors, il précise une différence importante entre le fait d'être victime et la victimisation. Ici, on s'attache à la victimisation, c'est accepter ce discours-là. Par contre, être victime, on peut... Je me perds, je suis désolée. Would you like Can me you to repeat? Sorry. Sorry, I missed the repeat end. what part exactly? The difference between victim and victimhood. Yeah. So basically what I'm saying is that being a victim is something you can't control. If someone attacks me, I'm a victim of robbery. But there's a difference between accepting that long-term assignment of you being a forever victim under any circumstance, and that's victimhood, as opposed to someone who tries to change the circumstance. Okay. Donc, comme disait Malika, comme disait Ramzy, il y a une différence entre être victime et accepter le rôle de victime, la victimisation. Parfois, on est victime et on n'a pas le choix. Aujourd'hui, les Palestiniens sont victimes de ce génocide, mais ça n'implique pas forcément le fait de faire le pas et de se présenter comme victime ou d'accepter l'identité de victime. Et c'est nécessaire que les Palestiniens rejettent justement cette étiquette de victime parce que avec cette étiquette vient aussi la négation de votre caractère politique et de votre agentivité, donc le fait, l'affirmation que vous êtes une force historique qui peut
avoir une histoire et influencer les politiques autour d'elle. Ça, c'est contradictoire avec l'image de la victime qu'on se doit de déconstruire par rapport aux Palestiniens, Palestiniennes. Notice, for example, when you see Palestinians in Gaza speaking to the cameras or doing videos and that sort of thing, they don't ask for saviors. They don't ask for people to come and save them. They ask for solidarity. Two different concepts. You see, because if they ask for saviors, it means that they have declared that they have no particular role that they can play. But when they ask for solidarity, it's a legitimate ask for people who have been exposed to this kind of injustice for this long. Quand on prend l'exemple des Gazaouis que nous voyons qui s'enregistrent à Gaza dans des vidéos, un exemple de ça, de ne pas accepter cette victimisation, c'est qu'ils ne demandent pas de sauveur, ils ne demandent à personne de venir les sauver, mais ils demandent la solidarité avec leurs conditions. Et de cela, il est légitime, dans leurs conditions, de demander le soutien des êtres humains partout dans le monde. Mainstream media and academia and politicians want us to think of Palestine in, through sound bites, like short-term understanding of what's happening in Palestine. Well, Israel was attacked on October 7, and any civilized democratic country in the world would have responded the same way that the Israelis have responded. They don't want us to know anything about what happened prior to October 7, for example. Un autre exemple de ça, c'est quand on voit les médias, les politiques, les académiciens, enfin, en partie en tout cas, qui ne donnent que des petits morceaux de la Palestine, de ce qui est en train de se passer. Ils se focalisent sur le 7 octobre et tous les narratifs qu'on a entendus, Israël a le droit de se défendre, etc. Et c'est... à chaque fois, je suis désolée. Vas-y, je suis désolée, je me lance. Je pense que tu as fini. Donc, oui, dans les discours mainstream, on veut nous faire croire que tout a commencé le 7 octobre et on nous rappelle que n'importe quel État souverain aurait réagi comme a réagi Israël après le 7 octobre. On ne nous encourage pas à regarder au-delà de ça et à voir toutes les conditions matérielles qui ont amené au 7 octobre et tout ce qui s'est passé avant. The reason of why I say the Zionism, in terms of the discourse itself, is quite opportunistic and actually quite stupid, is that they haven't fully internalized or understood Palestinian history. Sometimes racists are their biggest victims because they downgrade the intelligence of their victims, and in the process they end up losing losing the handle on how their victims or their opponents actually react. La façon dont ces discours, médias occidentaux, académiques occidentaux, présentent le sionisme, elle peut paraître assez attirante, mais en fait elle est assez stupide quand on y pense. Étonnamment, parfois les racistes sont les plus grosses victimes parce que les racistes projettent une bêtise, une innocence chez les personnes racisées ou qu'elles racisent et donc sous-estiment en fait ces personnes. Et donc ces racistes, au final, peuvent être bien surpris par la résistance qui émerge des personnes qui sont opprimées. Palestinians collectively operate on something that some historians refer to as long history, not short history. Long history is a generational history. It goes over hundreds of years. Sometimes we are not even aware of the fact that we are extensions of this history, but we actually do internalize this at a collective level. Les Palestiniens et Palestiniennes se basent non pas sur l'histoire courte qu'on a abordée au début, mais sur l'histoire longue. C'est une histoire qui est portée par des générations, par des centaines d'années déjà qui ont précédé les Palestiniens. Et parfois on oublie qu'on est une extension en fait de cette histoire, mais qu'on a en réalité internalisée. Donc c'est une histoire qui est passée de génération en génération et qui inspire encore aujourd'hui les Palestiniens et Palestiniennes dans leur résistance. Long history cannot be described through political language that can be analyzed by talking heads on the BBC or CNN. It can only be understood through kind of collective sentiments, a language that cannot be analyzed rationally, but it's embraced by the general population, for example.
l'histoire longue ne peut pas être racontée par un discours politique, comme on le voit sur les médias mainstream. C'est plutôt une histoire qui est... Un sentiment collectif. Oui, qui est incarnée en fait, qui est incarnée au sein des populations palestiniennes, qui est véhiculée à travers un sentiment collectif qui traverse ces populations. Look at the word muqawama, for Par example. Right? Le mot muqawama, par exemple. Donc c'est un exemple de la façon dont l'histoire, dont la longue histoire ne peut pas être limitée à la langue, mais est un sentiment collectif. Donc ce mot aussi. I know you did not come here to learn Arabic, but I'm going to teach you a few Arabic words. Right? Let's look at the word muqawama. It's a very, very important term in Palestinian, in the way that Palestinians use it in Gaza. When you look at the word resistance in English, you're going to find that when it applies to the global south, it comes conditionally, as in armed resistance, peaceful resistance, popular resistance, good resistance, bad resistance. In Arabic, it does not have the same connotation. Donc reprenons ce mot muqawama, même si on n'était pas venu pour apprendre de l'arabe au départ. Mais alors, je traduis en mot résistance, en français comme en anglais, et dit ce mot résistance, quand il est appliqué par du Nord sur les gens du Global South, il est coloré de plein de termes. Hein. Il y a la bonne résistance, la mauvaise résistance, la résistance pacifique, etc. Alors que le mot muqawama en arabe ne draine pas du tout ces exceptions. If you look at early Palestinian writings in newspapers, you will find that they refer to the muqawama without any qualification. Like the term al-muqawama as-silmiya, peaceful resistance, is a new term in Palestine. And it was brought by NGOs that are supported by the European Union and all of that, to distinguish those good Palestinians from the bad ones in Gaza. Voilà, quand on retrace dans l'histoire des médias, on peut reprendre des écrits, la résistance pacifique, muqawama as-silmiya, c'est quelque chose qui apparaît très récemment. Justement, parce que de nouveau, en réponse à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que ça leur vient du Nord, qui qualifie ça, et puis voilà, on intègre, mais au départ, ce n'est pas là. Of course, it doesn't mean that Palestinians did not use what is known as popular resistance or even peaceful resistance. I mean, the Intifada of 1936 was one of the most important historical events of that time, where a group of people, many of them were illiterate peasants living in the countryside in Palestine, led one of the longest strikes against British colonialism for 6 months, followed by a rebellion that lasted for 3 years. That was a form of resistance that could be considered popular resistance by today's terminology. Il dit, reprenons d'autres types de résistance, il dit, même si on ne définissait pas, on ne qualifiait pas le muqawama de peaceful, les résistances populaires et pacifiques, elles existaient, on les définissait autrement. Et il reprend l'exemple de l'Intifada de 1936, où aussi une grève qui a duré 6 mois, une grève de paysans qui a été suivie d'une longue représailles, probablement suivie de représailles. Eh bien, cela constituait de fait une résistance pacifique, populaire, mais on ne l'appelait pas muqawama. Other important terms that I think you should know, one of them is karama, dignity. Karama, dignité, est un autre terme que nous allons voir un peu. How many fights, battles, strikes, literature, poetry, novels, music that use the word karama in it. It is the backbone of Palestinian revolutionary culture. Alors, il se demandait combien de combats, de poètes, etc., utilisent ce terme de karama, il y en a une pléthore, et qu'il s'agit, si vous voulez, de la colonne vertébrale même de la résistance palestinienne.
Amal is hope. And it's one of the driving forces that keeps the Palestinian people going, fighting under the harshest of circumstances and insisting on their rights even during times of starvation. Alors, Amal, qui signifie espoir, elle est la force directrice qui pousse les Palestiniens à continuer à résister et à défendre leurs droits, même dans la pire des famines organisées. Sumud is a collective act. Sumud means resilience, but it's a collective act because it requires a whole community to participate in creating the act of Sumud. Sumud, c'est la résistance. Mais c'est une résistance qui est collective. Elle va au-delà de l'individu parce qu'elle requiert qu'on ait une communauté de personnes qui viennent ensemble pour créer cette sumud, cette résistance collective. This is something we call people's history or history from below. It's the idea that great leaders or so-called great leaders do not shape our world. We shape our world. We take responsibility for ourselves. And because the Palestinian people are empowered people, they have been one of the main elements that shape their own history. Ça, c'est ce qu'on appelle l'histoire du peuple, c'est-à-dire une histoire qui commence en bas, qui va de bas en haut. C'est une histoire qui affirme qu'en fait, ce ne sont pas les grands leaders qui guident le peuple et qui définissent notre histoire. Au contraire, c'est le peuple. C'est le peuple qui peut influencer et un peu sculpter ses conditions de vie. Et c'est le peuple qui a la responsabilité. Dans le cas de la Palestine, c'est le cas. C'est toujours le peuple palestinien qui a été cette première force dans son histoire, cette première force de résistance, par exemple. Israel still does not understand this. So after every time they kill a Palestinian leader or poison a Palestinian leader, as in the case of Yasser Arafat, they are under the impression that Palestinians are going to stop. And everything is going to go back to some kind of an imagined peace that the Israelis wanted to have. That has never happened. Mais les sionistes ne nous comprennent toujours pas. Ils ne comprennent pas de quoi on est fait et ils pensent qu'en tuant des individus, ils tueront tout le mouvement. Ils l'ont fait avec de nombreuses personnes ou à travers des assassinats arrangés comme avec Yasser Arafat. Et à chaque fois, ils pensent que ça leur permettra qu'on arrête la résistance. Ça ne s'est jamais passé comme ça. On a toujours continué et on continue encore. About 2,500 years before a man by the name of Yahya Sinwar or George Habash or Yasser Arafat or Ahmed Yassin ever existed, there was a Palestinian leader by the name of Batis. 2500 ans avant Yahya Sinwar, avant Yasser Arafat, avant Cheikh Ahmed Yassin et d'autres, les grands leaders qu'on connaît, il y avait une personne qui a existé qui s'appelait Batis. Batis lived about the mid-4th century BCE, and he is known for the one who prevented Alexander the Great of entirely occupying the eastern Mediterranean region. Baptiste est une personne qui a existé au IVe siècle avant Jésus-Christ et il est connu pour avoir empêché Alexandre le Grand d'occuper le bastion de Est-Méditerranée. In anticipation of the arrival of the Macedonian army, Baptiste and his Gaza army ended up not digging tunnels. They didn't think about it for some reason, but they actually built a massive mounds of hills all around Gaza, fortifying the place, and therefore forcing the Alexander's army to put a siege on the city for over the course of 3 months. En anticipation de l'armée macédonienne, donc guidée par Alexandre le Grand, qui arrivait vers Gaza, ce que Baptiste et son armée, en tout cas son groupe de Gaza a fait, ce n'est pas de creuser des tunnels comme on aurait pu l'attendre. Au contraire, ils ont construit des collines. Ils ont construit des collines tout autour de Gaza pour en fait la fortifier, donc un peu comme des... comment on appelle ça, autour des villes au Moyen-Âge, vous savez, oui, fortification.
Et en fait, ça a forcé l'armée macédonienne à mettre un siège sur le territoire pendant 3 mois. The spirit of that individual Batiste kept recreating itself throughout the Palestinian history, at times fighting the Romans, the Byzantines, the French. Napoleon Bonaparte went through Gaza. It took him the longest time to take over Ash-Shuja'iyya neighborhood, which is still one of the strongest neighborhoods in Gaza right now, all the way to Benjamin Netanyahu's war. Cet esprit stratégique de Batiste a inspiré la lutte palestinienne à travers le temps. C'est ce qui a inspiré la réponse palestinienne lors de l'invasion de Romains, des Byzantins, aussi des Français. Napoléon Bonaparte a aussi essayé de passer par Gaza, par la Palestine. Et c'est ce qui inspire encore aujourd'hui la réponse au gouvernement Netanyahou et aux attaques de Netanyahou. Imagine how difficult it is for us Palestinian historians when we read a book on Palestine and Israel where the timeline, sometimes at the end of the book, sometimes at the beginning of the book, starts with the following date. November 1917, the Balfour Declaration. Oui, je veux bien. Elle dit, imaginez comment il est difficile pour les Palestiniens quand ils consultent un livre d'histoire et que celui sur leur territoire, et que celui-ci commence par le 17 novembre 1917, la déclaration Baroud. What I am saying is important to the ongoing struggle and solidarity for Gaza. It is not historical rhetoric, but something that is very functional and very useful to today's struggle. Ce que je suis en train d'expliquer sur l'histoire de la Palestine, c'est pas seulement anecdotique, c'est vraiment quelque chose qu'on doit comprendre et prendre en compte pour mieux comprendre Gaza et présenter son histoire correctement. When we call for unity and solidarity around Palestine, what we are essentially saying that you need to center Palestinian voices that are representative of that history and they are representative of the common and collective Palestinian struggle in Gaza and beyond Gaza. Quand les Palestiniens vous parlent d'unité et de solidarité, comprenez bien que c'est important de, encore une fois, mettre les Palestiniens et Palestiniennes au centre des discours. Parce que ce sont eux et elles qui représentent justement cette histoire collective et cette mémoire collective. Oui, cette histoire, c'est la leur et il faut les mettre au centre. And when we say you need to center the Palestinian discourse, essentially what we are saying that you need to shape your understanding of Palestine now and in the past and in the future, not around the Zionist narration of history, whether we agree or disagree with it, but around Palestinian priorities and only Palestinian priorities. Quand on vous dit de mettre les voix palestiniennes au centre, ça veut dire qu'il faut qu'on adopte une histoire de la Palestine qui est racontée par les Palestiniens et par les Palestiniennes, et pas une histoire sioniste ou aucun autre discours. Il n'y a que le discours palestinien qui est légitime sur l'histoire palestinienne et aucun autre. I think it's important to be anti-Israeli occupation or anti-Israeli apartheid. It is very important, but I think it is actually more important to be pro-Palestine. Because being pro-Palestine requires a lot of work on your part. Requires digging into our history, understanding our people, our language, our sentiments, our music, our art, and our culture. Otherwise, solidarity would be superficial and would be fleeting. And would be? Fleeting. C'est très bien et c'est important d'être anti-sioniste et d'être anti-Israël, mais c'est encore plus important et encore plus puissant d'être pro-Palestine. Parce que le fait d'être pro-Palestine, ça requiert en fait un effort de plus de notre part. Ça requiert cet effort d'aller creuser dans l'histoire palestinienne, d'essayer de la comprendre, d'essayer de comprendre la culture, l'art, la littérature et tout ce qui fait du peuple palestinien ce qu'il est. Et sans cette compréhension-là, en fait, notre solidarité, elle est superficielle et elle s'étiole. Pour une solidarité qui est vraiment solide, il faut pas seulement être anti-Israël, mais être
profondément pro-Palestine. I thank you very much for being involved in real, meaningful, and genuine solidarity with Palestine, for keeping the struggle alive until the end of the genocide and even beyond the end of the genocide. And thanks for hosting me. Thank you very much for your presentation. It was very, very interesting. And I've been thinking quite a lot about this question of narration and especially about the desert, which is very problematic in the case of Palestine. And I find it quite funny because when the British came, they constructed archives telling that Palestine was a desert. And when you see this picture and the movie that created, it's really, really funny because even though they created them and they tried to erase Palestine, in this picture, Palestine was still there. You can still see some signs of existence of Palestinian people. And I've been thinking, how can we just take back this question of desert and reclaiming the narrative around the desert? And I think maybe not saying that Palestine was the desert, but there was a desertification of Palestine. And then you can say that a desert has to be created. You have to make it, and how you make it, you erase the people. There's genocide and ethnic cleansing, and since the beginning they came with this narrative, the desert, and this narrative in itself requires the eradication of the Palestinian people. And I feel like this, somehow it's a good way to reclaim this narrative and transform it and make it, just turn it against the Zionist narrative. De traduction même, ou quelqu'un veut bien traduire? Du coup, ce que je disais, c'est que par rapport à toute cette narration sioniste sur le désert, déjà, première chose, c'est qu'en fait, quand ils sont en fait, quand ils sont arrivés, donc ils ont aussi créé des archives justement qui servaient à prouver que c'était un désert et qu'en fait, même dans les archives, il y avait toujours une manifestation de la présence de la Palestine. Et là, je crois que Mona Cholel disait que c'était un pays entêté, et même dans les photos qu'on créait, en fait, l'entêtement, il était toujours là, il manifestait toujours sa présence. Et en fait, de comment reprendre cette narration du désert, plutôt que de systématiquement dire, non, c'était pas un désert, mais de dire, en fait, il y a eu une désertification, donc un processus qui est de dire, on a créé le désert, on l'a fabriqué à la fois dans les archives, mais aussi dans la réalité. Et comment on crée le désert, c'est qu'il y a une éradication du peuple, il y a des génocides, il y a un nettoyage ethnique, et là ça permet peut-être de reprendre ce narratif et de le retourner contre la propagande sioniste, que je trouve peut-être intéressant aussi de faire à partir du concept de désert. I'm sure that you've seen on TV quite often the same repeated image of a Palestinian farmer or a group of farmers trying to protect their ancient olive groves and Israeli Jewish settlers burning the groves or trying to destroy the land or trying to bulldoze the land. I mean, that is a daily reminder that happens all throughout the West Bank. That is indicative of the fact that Palestinians are close to this land, and their relationship and affinity of the land is an entirely different story than the way that the settler colonial Israelis feel about the land. If they really consider the Palestine a holy land, who burns the trees of the holy land? Who destroys and demolishes the mountains of the Holy Lands? Who dry the rivers of the Holy Lands? Right? But the concept of desert in Zionist ideology is a metaphor. And the metaphor is actually bigger than Palestine itself. Oui,
cet exemple du désert, hein, j'ai commencé par la fin, que c'est une métaphore beaucoup plus grande que la Palestine elle-même. Il disait, si vous avez déjà vu sans doute sur vos écrans beaucoup de ces images des Palestiniens venant protéger leurs olives, leurs arbres, et des colons venir détruire soit leur récolte, soit leurs arbres, etc. Alors, cela dit deux choses. D'abord, des Palestiniens et de leur relation à leur terre, qui est vraiment primordiale, qui est super importante, qui est enracinée, justement, et l'histoire en différenciation de celle des sionistes, qui parlent tout le temps de leur terre sainte. Mais alors, on est en droit de se demander qui brûle sa terre sainte, qui brûle les arbres, qui les arrache, si elle est si sainte, pourquoi lui manquer autant de respect? Notice that the Zionists do not say, or do not just say that Palestine was a desert. They say Palestine was a desert and we, European Zionists, made it bloom. So this relationship is quite critical in the Zionist narrative. But where does that come from? It comes from European colonialism. It is the same language they have used against the Native Americans, against all colonized spaces in the global South. The idea of taming the savage, and taming the savage being the human, but also the savage being the savage elements and the uncontrollable, deserts, jungles, or what have you. Alors il dit à cette idée de désert, non seulement les Israéliens, les sionistes, les colons parlent de désert, mais à cela il y a une espèce de pensée en miroir qui est qu'ils l'ont en plus fait fleurir. Donc, non seulement c'était un désert, mais nous l'avons fait fleurir. Voilà. Et cette idée-là, elle vient des colons européens. Qu'ils ont appliqué à toutes les populations qu'ils ont colonisées, que ce soit les Américains, les natifs américains, tout le sud global. Et c'est cette idée d'apprivoiser les sauvages, les bons sauvages, et leur environnement, d'avoir dominé les deux. And this is why Palestinians kind of developed that, what I said, history of negation, because they knew that the metaphor of the desert is meant to erase us. We are, who lives in the deserts? The nomads, the Bedouins. And the Bedouins are not people who are rooted in history, according to that sort of thinking. They are a fleeting, passing phenomenon. And that's why we insist. We had cities, we had civilizations, we had museums, and so forth and so on. C'est pour cette raison que les Palestiniens ont insisté sur une version, une histoire de la négation, parce que les Palestiniens, Palestiniennes savent très bien que la métaphore du désert, en fait, elle pousse à présenter le peuple palestinien comme des nomades ou des bédouins qui sont, dans l'œil du colon, un peuple qui n'est pas enraciné dans l'histoire, mais qui est simplement de passage sur une terre. Et c'est la raison pour laquelle les Palestiniens continuent à nous rappeler que on a une histoire, on a toujours eu une histoire, une culture, des arts et des langages. On est enraciné dans notre terre. I think it's also quite interesting that if you look at the perception of Israeli culture that they try to promote to the rest of the world is actually essentially Palestinian culture stolen from the Palestinians and given a new brand and a new name. For example, they speak about Israeli falafel, Israeli couscous. They claim the Palestinian thobe as of their own, and so forth and so on. And they are so scared of Palestinian culture. They are terrified of Palestinian culture. This is why I think culture of resistance in Palestine is one of the most important components of Palestinian steadfastness. I don't know if you guys remember, a good number of years ago, Virginia Atlantic, the airlines, it's called Virginia Atlantic, right? They had on their menu an item that said Palestinian-inspired couscous. Yeah, the Zionists started an international campaign to remove the item from the menu, and I thought, not only they are angry because it's Palestinian, making the reference to a Palestinian,
but Palestinian inspired. So it's not quite Palestinian, but Palestinian inspired. And I said, imagine if it was Palestinian couscous as opposed to inspired. They actually called the airline anti-Semitic for making that reference until they eventually removed it off the menu. Quand vous regardez un petit peu la façon dont Israël présente sa culture au niveau international, c'est intéressant de voir qu'une bonne partie de cette culture est en fait palestinienne. Il y a un gros travail d'appropriation de la culture palestinienne qui est faite par Israël. Et ça vous montre aussi, les Israéliens, Israël est terrifié de la culture palestinienne. Parce que c'est une culture de résistance. Et d'ailleurs, cette peur que Israël et que le colon a par rapport à la culture de résistance vous montre à quel point elle est importante. Et en effet, c'est un élément qui est essentiel pour la libération et la lutte de la libération au long terme, d'avoir cette culture et de l'entretenir. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques années. La compagnie américaine Virginia Airlines avait servi lors de son vol un couscous façon palestinienne. Et évidemment, les zionistes ont fait campagne contre cela. Ils étaient enragés et en colère parce qu'on présentait ça comme un couscous façon palestinienne. Et encore, c'était juste façon palestinienne. Imaginez-vous ce qu'ils auraient fait s'il était marqué couscous palestinien. Et évidemment, ils ont attaqué la compagnie aérienne et l'ont traité de antisémite. Et ont continué leur campagne jusqu'à ce que la compagnie aérienne enlève ce plat du menu. Ouais. Just finally, regarding the question of that desertification, it's just the idea that there has been a narrative war fought in Palestine long before the Nakba, long before the State of Israel, the erasure of Palestine, of the Palestinian people, Palestinian history, Palestinian relevance of any kind, and the recreation of Palestine to be a desert that was given meaning, giving names, giving values by these new settlers, and eventually trying to destroy the very Palestinian culture that proves the relationship with that land over the course of many years. Et pour en finir avec votre question sur la désertification, je veux insister sur le fait qu'il y a eu une guerre du narratif, une guerre du discours qui a commencé en Palestine bien avant la Nakba, bien avant 47-48, pour justement contrer cette image de désert qui n'avait pas d'histoire, pas de peuple, pas de culture. Et on est encore en train de mener ce combat aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle les Palestiniens insistent tant sur la relation qu'ils ont à leur terre, qui est fondamentale, et qui contredit en fait ce discours sioniste qui présente la Palestine comme un désert sans peuple et sans culture. Si vous permettez, je vais proposer la question en français, elle sera traduite. J'entends bien l'argument selon lequel il est nécessaire de s'appuyer sur une définition affirmative de l'histoire de la Palestine, sur la narration palestinienne, pour ne pas justement donner du poids à la narration sioniste. Néanmoins, comme vous le dites aussi, cette narration sioniste, elle s'impose ici en Occident, probablement parce que c'est la même racine coloniale, mais dans la pratique, cette narration, c'est ce qui permet une infrastructure de répression contre les mouvements pour la Palestine ici en Europe, notamment par le fait qu'il y a une élaboration d'une liste d'organisations qui sont déclarées terroristes, bien qu'elles ne soient pas déclarées au niveau de l'ONU, et ça nous met dans une forme d'obligation, ça nous impose en tout cas, de devoir répondre, de prendre du temps à répondre à ces appositions, on doit se trouver dans une bataille juridique en fait qui nous est imposée par le biais de cette narration-là. Et donc, ce faisant, donc essayer de sortir par exemple des organisations de cette liste terroriste, ça demande encore une énergie phénoménale. Et pendant ce temps-là, c'est pas du tout l'énergie qui est mise pour justement développer la narration positive de la Palestine. Donc j'aimerais avoir votre point de vue à ce sujet. Ok. Ça... Non, ça marche pas.
Oui. Okay. So the argument is, my friend here, she understands that it's very important for us to have a positive reading of the Palestinian history. But here, us in the West, here in Belgium, we have to combat this Zionist narrative, was the only one offered to us, and we have to fight even hard because we are facing repression, police violence, and of all kinds. And so we have the obligation to do so. And all the time and the energy we are putting in those fights, we cannot put it in pushing this positive history of Palestine. So what's your idea about this? I think it's a process. It's not something that is just going to happen so very quickly, because you are reversing years and years of propaganda and indoctrination that has been taking place, especially in the West. I remember there was, during Barack Obama's first term in office, no, forget about that, that's a different story, but recently when Biden and Trump were exchanging barbs, Trump referred to Biden as a bad Palestinian. Remember that? You're a bad Palestinian. And of course the Palestinians amongst us were, kind of looking at each other like, how is being a Palestinian is a swear word? There was no outrage in American media after that. How dare you use the name of a nation as historic as the Palestinians as a swear word? It reminded me of the time that that Barack Obama was running against John McCain in the first term in his presidency, when he said, when someone in the audience asked McCain, she said, "I heard that Obama is an Arab." And he responded by saying, no, ma'am, I assure you he's a good man. So you can imagine here what we are dealing with. What is the starting point of this hateful racist language? To present the Palestinian the way he or she should be presented is going to take a lot of hard work. But that hard work can only yield positive results if it's situated within Palestinian literature, history, and cinema, music, the kind of discourses that will humanize Palestinian without the process of trying to humanize the Palestinian. I don't like the word humanizing someone, but it would be an organic process that eventually will make a big difference, and I think that is already in many ways happening right now. Je vais essayer de traduire en grande partie, sinon Naomie va me sauver. Donc pour lui, c'est un processus qui va prendre beaucoup de temps. Donc ce n'est que le début d'un long travail important à faire. Alors pour expliquer son propos, il a utilisé cet exemple de Trump débattant avec Biden et qui traite Biden de mauvais Palestinien. Les Palestiniens sont regardés en disant, mais depuis quand être palestinien est devenu une insulte, hein, et il le mettait aussi en parallèle avec l'exemple de Obama versus McCain lorsqu'il briguait son premier mandat, et que quelqu'un disait à McCain, disait à McCain que Obama était sans doute arabe, et l'autre lui répond, non, c'est un homme bon. It's a good man. Donc, mais pour lui, c'est quand même la voie royale de faire ce travail, quand bien même il est long, périlleux, etc. Ce n'est que par cette histoire positive qu'on atteindra nos objectifs, c'est-à-dire, en gros, même s'il n'aime pas le terme, d'humaniser les Palestiniens sans devoir parler de humaniser les Palestiniens. Si on parle de culture palestinienne, voir des films, etc., amener les gens à découvrir
la Palestine, les Palestiniens à travers leur histoire positive et leur culture positive. En gros, ça les humanise sans qu'on ait besoin de le dire. I would like to ask you what is your opinion, if you have elements of explanation, on the fact that part of the so-called solidarity movement with Palestine, and we observe it here in Belgium quite largely, but I think it's more broader than Belgium, that will promote the culture, the Palestinian history, that will study and promote and be proud of Palestinian culture, songs, arts, etc., historians, etc. They do that work. They take the time to dig into that Palestinian culture, but at the same time, they will deny the right of the Palestinian to resist, and it makes it very difficult for us to do this work. And we are part of a collective, Samidoun. I don't know if you have heard about it. And we are facing very strong challenge and repression, and now there is even the risk of being added on the terrorist list here in Belgium. It's been already the case recently in Canada and in US and Germany, etc. And sometimes we feel that our biggest challenge is not even the hardcore Zionist, it's the so-called Palestinian solidarity movement that is our biggest enemy, and that is causing us the biggest harm. So how to deal with that? Right, that's a really good question. Now, Ils vont traduire la question. Je veux bien la traduire moi. Oui, la traduire quand même, c'est la mieux. Je trouve. C'est plus fidèle. Mais donc, Non, traduis la question. En français, donc ma question est la suivante. J'aurais voulu savoir ce que M. Baroud avait éventuellement à dire ou à conseiller par rapport au fait que une grande partie du mouvement de solidarité avec la Palestine, ici en Belgique, mais je pense que c'est beaucoup plus large que le contexte belge, en dépit du fait qu'ils vont prendre le temps, comme on a dit, d'étudier, de promouvoir la culture palestinienne, l'histoire, les arts, les auteurs, les chansons, etc., vont en parallèle nier aux Palestiniens le droit à la résistance, et en particulier à la résistance armée. Et ce que nous, en tant que collectif, donc Samidoun, nous défendons aussi, comme vous l'avez dit, comme une partie tout à fait légitime et importante de la résistance globale palestinienne depuis des décennies. Et donc, ce que je disais, c'est que parfois on a l'impression que notre plus grand ennemi, et ce qui nous cause le plus de tort et nous amène à devoir faire face à la répression, à tel point qu'on parle maintenant même d'être éventuellement, en tant qu'organisation, ajoutée sur la liste des organisations terroristes. Donc ce que je voulais savoir ici, c'était si M. Baroud avait des conseils pour faire face à cette violence, en fait. should I? Yeah, go ahead, please. This is indeed a very critical question, especially now. Now, what we have been told in the past, that the reason some of these groups do not want to talk about the issue of resistance, and again, I'm discussing resistance here, I'm not even making a militant statement, I'm just saying that in order for you to truly understand and immerse yourself in Palestinian history and understand why they do what they do in Gaza right now, you have to acknowledge the centrality of the discourse on resistance. Period. It's not even a moral position, it's just a historical fact. Yeah? Okay. Now, some of these groups have been saying in the past, well, listen, in order for you to be able to communicate, kind of like carve some spaces or inlets into mainstream thinking, you have to be gradual in how you approach this. Okay. Say that this was indeed the case until October 7, 2023. For the last 14 months, we have seen a genocide, extermination, mass rape, torture, starvations, famines.
And this mainstream space, meaning that this officially sanctioned mainstream space in media and academia and political culture, have done absolutely nothing to stand by the Palestinians or to allow for a single bottle of water to reach Beit Lahia or Beit Hanun or Jabalia. Don't we have enough evidence now to tell us that this kind of wishy-washy, careful mainstream thinking is not going to lead us anywhere? I mean, what do we Palestinians have to lose anyway? I wrote an article recently that says some people were warning against Trump coming to power. And I said, what's the difference between a genocide and a bigger genocide? A genocide is genocide. So if we are at this point of utter and absolute genocide, why don't we call things the way they should be called? And for the first time in our history, mainstream people, ordinary people in the streets, for the first time, they are actually willing to understand why Palestinians resist. So don't lose this opportunity under any circumstance. Je vais commencer. Donc d'abord, il reconnaît que c'est une question non seulement critique, qu'on a vu ça par le passé, que beaucoup, certains groupes ne sont pas prêts à parler de cette résistance-là, la résistance armée. Mais pour comprendre ce qu'il se passe actuellement à Gaza, il faut en tenir compte de cette résistance-là. Elle a un rôle clé à jouer à côté des autres résistances dont il a parlé tout à l'heure. Et il dit si de la part de justement ces groupes, ces académiciens ou associations de tout type, nous disaient avant le 7 octobre, c'est bien d'aller graduaux, mollo mollo, ne les brusquez pas trop, en somme, aller graduellement parler du discours palestinien. Maintenant, bon, après ces 14 mois, et ce qu'on a vu, à savoir le génocide, la famine, toutes les destructions, les viols en masse, les arrestations abusives, tout ça, et voilà, ce discours-là n'est plus tenable aujourd'hui. C'est un génocide. Alors, il dira la même chose. Il dit la même chose aux gens qui ont peur de l'arrivée de Trump en se disant Trump, ça va être pire encore. Et lui, sa position, c'est mais quelle est la différence entre un génocide et un plus grand génocide? Donc, au contraire, de faire de ce qui est en train de se passer, ce drame, cette opportunité pour pouvoir dire tout ce que la résistance a à dire, et cela aussi. Et qu'aux Palestiniens et à ceux qui les défendent, d'avoir ce courage-là. Malheureusement, ces 14 mois, ce génocide leur donne l'opportunité. Donc, qu'ils la saisissent. Another thing I want to say is that part of our solidarity falls in a movement that actually traces its roots to colonial thinking about Palestine. Let's call it the colonial left. And that colonial left likes to have some sort of ownership, some sort of power over how Palestinians or many other nations fight or shouldn't fight. How should they think about this issue or that issue? This is not solidarity. It's something entirely different, and it's something quite sinister. So we have to be careful about that, not to mix between solidarity and other things. Maybe just one last thing I would like to say. Recently I was in Oslo, and I was talking about similar issues, and the person it was more like an interview type of speech. And he asked me completely like out of the blue, just like that. And he goes, and how about the rights of Palestinian women? And I couldn't understand the relationship between this question and what we have been talking about. He was a white man, older white man, worked with the Norwegian government in the past in Africa and Palestine. And he just put that question in there. And I literally said, it's not your business. Literally said that, right? And I didn't mean to be rude. Of course, I actually wanted to tell him,
You should have met my grandmother Zainab before you tell me about women's rights. But it's this idea that we are like some sort of, I don't know, like trained monkeys in the circus, where we have to meet all the expectations and present ourselves in a way that meets the sensibilities of this intellectual and this university and this union and that sort of thing. Well, we are who we are. We know what we are fighting, and as I said, we have been fighting for a long, long time, and nothing is going to stop us. Whether they agree we have the right to do so or don't agree that we have the right to do so. On va quand même traduire. La réponse est importante. Donc. Oui, vas-y. Alors aussi un point que je voulais ajouter à ce qu'il a dit avant, donc par rapport à la question des moyens de résistance, tous ces espaces mainstream, intellectuels, médiatiques, comme vous le disiez dans la question, qui se disent défendre la Palestine mais s'arrêtent à la culture et ne veulent pas entrer dans la résistance. Après 14 mois de génocide, ces espaces n'ont rien fait pour la Palestine, zéro. Ils n'ont même pas aidé à acheminer une bouteille d'eau à Gaza. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cela n'est pas la preuve que la pensée prudente ne va nous emmener nulle part, en fait. Alors, pour l'intervention juste ici, la solidarité avec la Palestine remonte en fait bien avant encore les derniers événements, et elle remonte à ce qu'on peut appeler la gauche coloniale. La gauche coloniale, libérale coloniale, c'est un mouvement qui aime avoir le pouvoir sur les moyens de lutte et également sur la pensée des personnes en lutte. Ce n'est pas de la solidarité, c'est sinistre en réalité. Et donc on doit être prudent, on doit être très prudent avec ces personnes et ces institutions qui se disent solidaires mais qui en fait sont là pour garder le contrôle sur la résistance et brider la résistance. Et il ne faut pas se tromper entre les deux. J'étais à Oslo récemment en Norvège et la personne qui m'a interviewée m'a soudainement demandé mais qu'est-ce qu'on fait des droits des femmes en Palestine ? Et je n'ai pas compris cette question, je me suis demandé d'où ça venait et je trouvais que ça n'avait aucun rapport avec le reste de l'interview. Bon, le mec, c'était un mec blanc assez âgé qui avait travaillé pour le gouvernement par rapport à l'Afrique et la Palestine, donc ça ne m'étonnait pas tant que ça. Et je lui ai répondu, c'est pas ton problème. Tu devrais rencontrer ma grand-mère Zainab avant de me parler des droits des Palestiniennes et tu verrais mieux ce dont tu parles. Et donc, on a toujours cette pression de se présenter en fait un petit peu comme des singes qui sont entraînés pour plaire aux touristes dans un cirque. L'occidental colon s'attend à ce qu'on se présente en fonction de sa sensibilité et qu'on ne heurte pas sa sensibilité, il ne veut pas voir la résistance. Cependant, on sait qui on est, on sait pourquoi on se bat et on n'arrêtera pas que le colon, le blanc, le veuille ou pas. Your discourse is good, very good, and interesting for me. My point is that when I am on the popular markets in Brussels, in Molenbeek, for instance, and I appeal people to aid, to come to aid, to support the resistance. I wonder, I say in a resume, I say, resist the Zionist massacres, support the Gaza doctors. That's the resume. In what kind, or how is your discourse influencing this slogan which I use? Your discourse is, I don't have any problem with it, but how can I translate that discourse in practical positions on a market, on a popular market? How does it influence? Can you repeat the slogan? Resist the Zionist massacres, support the Gaza doctors. Okay. That's the resume. Ah oui. Bon, quand je suis d'accord avec le discours qui vient d'être donné, qui était intéressant, mais je me demande comment je dois traduire ce discours quand je suis sur le marché populaire, demandant les gens
d'aider la résistance palestinienne, et que je dis que mon slogan, résumé de mon slogan est résister les massacres zionistes, aider les médecins de Gaza. En quoi est-ce que le discours qui vient d'être donné, avec lequel je suis d'accord, en quoi est-ce que ce discours peut influencer ce que mon slogan que j'utilise sur le marché? Excellent. I hope I understood the sentiment correctly, but I think that Gaza's doctors are the greatest fighters anywhere. I have a French doctor, a good friend of mine. He told me that after 2008-9, after the caste-led war, he went to Gaza with a group of French doctors to help kind of teach trauma surgery to Palestinian doctors in the Shifa hospital. He said when we walked in there and we spoke to them about the techniques that they use, he said we discovered that we actually had absolutely nothing to teach them, and they had everything to teach us, because they dealt with the kind of trauma, emergency trauma, because of the wars, more than any group of doctors anywhere in the world. And the fact that right now you have doctors in Kamal Adwan Hospital, for example, among many others, that still Israel destroys their hospitals, they come back, they pitch tents, and they always bring the people around them. I can't think of a better example of the fighting spirit of the Palestinian than the Palestinian doctor. And if this is your access to promoting Palestinian resistance through this kind of courageous medicine, that's fine. Because resistance, as we said, manifests itself in so many different forms. The issue that we are dealing with here is dictating on the Palestinians how to resist, when to resist, or denying the fact that they resist in the first place. That's what we are having a problem with. But the concept of resistance is so encompassing, and I see it in a school teacher in a tent in Al-Mawasi, encampments in between Khan Yunis and Rafah, when you see a school teacher bringing the surviving children around her and trying to make sure that they memorize their math, their English, their Arabic, their Quranic lessons, and so forth and so on. That's resistance. And Palestinians in Gaza are good at it. And they are doing it all the way from Beit Hanun all the way to Rafah. So if that's what you are doing, this is absolutely brilliant. We need to champion Palestinian resistance in all of its forms and insist that only the Palestinians have the right to define what is resistance for them. Pas technique, en Italie. Je vais le dire en français, juste non, parce que j'ai besoin de le dire là maintenant. Une chose pratique que n'importe qui peut faire, c'est d'arracher les banderoles des camarades qui soutiennent la résistance armée lors des rassemblements. Bravo. This is one practical thing that can be done by comrades during the protest, is stop snatching the voice of those who are supporting armed Palestinian resistance. So it's a call for those who are opposed to armed resistance to stop snatching messages that they do not. Because these guys does that. Ah, okay. That's Now. Okay. No, don't be. Alors vas-y. Alors j'espère avoir bien compris votre question. De mon point de vue, les docteurs palestiniens, ce sont les résistants numéro 1 en Palestine. J'avais rencontré des docteurs qui étaient partis, donc occidentaux, qui étaient partis en Palestine pour enseigner la traumatologie. Et en fait, une fois sur place, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient rien à enseigner au staff médical sur place parce qu'ils savaient déjà tout, étant donné la gravité des blessures qu'ils rencontrent au quotidien. Aujourd'hui, on le voit dans différents hôpitaux de Gaza, on a du staff médical qui est expulsé, des hôpitaux qui sont bombardés, et en fait, les médecins et corps médical reviennent avec les patients, avec les habitants, installent des tentes dans les décombres pour essayer de maintenir un petit peu un niveau de vie. Je pense que c'est un exemple
un très bon exemple de la résilience palestinienne. On peut vraiment la voir chez les médecins palestiniens. Et donc si pour vous, votre point d'accès pour promouvoir la résistance palestinienne et inviter les gens à la défendre, c'est les médecins palestiniens, c'est OK. C'est très bien. Comme on l'a dit, il y a plusieurs formes de résistance. Et donc celle-ci est tout à fait valide. Le problème que nous on a, c'est les personnes qui veulent dicter comment résister, qui veulent dire aux Palestiniens et aux personnes qui sont solidaires avec la lutte palestinienne de résister, ou encore pire, les personnes qui nient cette résistance totalement. C'est avec ça qu'on a un problème. Et donc, voilà, la résistance du corps médical, on le voit, la résistance à Gaza prend beaucoup de formes. On le voit dans les médecins qui continuent à œuvrer sous les bombes. On le voit dans les professeurs qui continuent à essayer de continuer à transmettre du savoir et à former la jeunesse de Gaza entre deux murs qui s'écroulent. Ça, c'est de la résistance. Les Palestiniens savent résister, ils sont bons dans la résistance et ils le font au quotidien et continuent. Et ce qu'on doit se rappeler, c'est qu'il n'y a que les Palestiniens qui ont le droit de définir ce qu'est la résistance et ce qui constitue une résistance. Non, c'est pas une question, c'est juste rappeler un peu de contexte, vu qu'on a parlé de résistance palestinienne et de la répression. C'était juste pour vous informer, pour ceux qui ne savent pas. Bon, je ne sais pas si je devrais le dire, mais Ramzy lui-même, qui est directeur de Chronique de Palestine, le site, enfin l'organisation, puisque c'est une organisation à but non lucratif, aujourd'hui fait l'objet d'une campagne de répression de la part du gouvernement américain. Donc c'est une organisation qui va potentiellement être dissoute. Et la fille de Ramzy aussi, Zarifa, qui est militante, fait l'objet de 2 procédures en fait, de ce que l'équivalent de la politique du terrorisme ici. Donc quand Ramzy parle de résistance, évidemment il parle du vécu de sa famille, mais aussi c'est une réalité qui vit au quotidien. Donc c'est aussi ça pour cette raison-là que je voulais le remercier, parce qu'en dépit de toute cette campagne de harcèlement, d'intimidation, et aussi des pertes qu'il a subies dans sa famille. Tout à l'heure, il y a notre camarade qui a parlé de sa sœur à Gaza, qui a été assassinée, alors qu'elle était dans un taxi à Khan Younes. Donc c'est aussi l'occasion, pour moi, qui a eu l'occasion de l'accompagner dans ce tour. Donc on a été à Grenoble, Lyon, Marseille, maintenant Bruxelles. C'était aussi l'occasion pour moi de le remercier, puisque j'ai énormément appris. Tout ce qu'il a dit sur Baptiste, sur la résistance palestinienne, j'avais aucune idée, même si ça fait longtemps qu'on est engagé dans le mouvement sur la réalité de la Palestine. Et lui renouveler aussi notre solidarité, parce que lui, en tant qu'individu, en tant que papa, en tant que militant palestinien, il fait aussi l'objet de cette campagne de répression, d'intimidation et même de volonté de liquidation de la cause palestinienne. Et c'est aussi une manière de le dire, je vais conclure par là parce que je suis en train de faire une conférence, de lui dire aussi tout notre attachement au combat, parce que quand on parle de résistance palestinienne, on a un exemple concret devant nous qui pourrait et qui devrait, je pense, nous inspirer. I'm going to translate very quickly what I said. It was quite long. I was making a conference within the conference. So I was just talking about the comrades because I don't know how comfortable you were to talk about it. Reminding them that Palestine Chronicle is under attack, it's being investigated by the US government at very top level, the Senate, who want to disband Palestine Chronicle. So there has been a campaign of harassment, demonization, and repression aimed at stifling Palestinian voices, shutting down your voice, not only you as Ramzy, as a writer and author and activist, but also to your family. Your daughter Zarifa is under 2 legal procedures that might be not only very costly, but might result in another step in terms of repression. And also I wanted to thank you personally, because I have learned a lot while accompanying on this tour, and I want to take this opportunity also to thank you, not only for accepting our invitation, but also being so resilient, because it has been very intense days. We went to Grenoble, Lyon, Marseille, now in Belgium, in Brussels, and we'll continue in Paris. So I wanted to thank you for your resistance, for being a source of inspiration
to us, despite all the challenges that you've been through, you and your family, and also to express our solidarity and tell you that when we talk about Palestinian resistance, we don't have to look too far because we have an example right in front of us. So thank you very much, Ramzy. I also forgot to thank our sisters who did an excellent job. C'est le 4e événement qu'on fait. Et franchement, là, je dois vraiment vous tirer le chapeau parce que c'était extraordinaire. I finished my job as a translator and I have my own comments, something, because you are a journalist also. What I wanted to say, and I want to remind people, is of the resistance, that resistance also coming from Gaza, because it's time to them that we have images and documents, and even the courts are working with those documents also to persecute those criminals. And another thing that I wanted to point out, if you may, I think that if why I think my humble opinion, if Palestinians are so good at resisting, is because they are doing it from birth. So they can only master it after a time. So inside and outside, and us who are not Palestinian, me personally, I think here outside for the people who are in the diaspora, especially for the Palestinian, I think we should take the risk for them. You know, we have here many friends, Palestinian, who are undocumented or waiting for them to have their papers, and they are in the process of asylum seeking. It's not that time that they can take any risk during the resistance, because of course we want to protect them inside, but also right now when they are with us. So let's be risky. Thank you. Thank you very much. Alors, je voudrais juste clôturer rapidement. On a parlé de l'excellente traduction des sœurs qui sont ici. En fait, les sœurs, elles ne sont pas juste des traductrices, c'est des warriors. C'est vraiment des warriors. Elles sont à combien de fois de rassemblement? À Excel. 25. En tout cas depuis fin juin. Donc les sœurs ici se rassemblent tous les jeudis devant la mairie, la maison communale de XL, pour dénoncer, demander la suppression et pas le gel ou la suspension, mais la rupture de la commune d'Ixelles avec la commune de Megiddo en Israël. Et donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite vraiment à vous renseigner, parce qu'en tant que citoyen belge, je pense qu'il est indigne de pouvoir vivre dans ce pays en sachant que des communes sont jumelées. Donc, jumelées, ça explique bien le sens, c'est des sœurs jumelles avec une entité génocidaire. Donc vraiment les encourager et leur dire qu'elles ne sont pas seules et qu'on ne lâche pas le combat. Justement, en parlant de jumelage, parce que vite fait, je ne pensais pas qu'on parlerait de jumelage, mais c'est une très bonne opportunité. Bon, demain, on n'y sera pas, je vous le dis, c'est jeudi, mais on n'y sera pas. Tenez-vous au courant, le prochain conseil communal, soyez là, on fera quelque chose de bien. Ce que je voulais dire, c'est qu'on sait très bien qu'en Belgique, il y a 2 jumelages, celui d'Ixelles avec Megiddo, lieu d'une prison où, je le rappelle, Ramzy Baroud est à l'isolement et 140 enfants sont détenus dans cette prison. L'autre jumelage, c'est celui de Anvers avec Haïfa, que nous combattrons aussi. On va d'abord réussir Ixelles, puisqu'on a déjà obtenu la suspension, mais nous voulons une rupture et on leur rappellera, et je ne m'arrêterai pas. Alors, la bonne nouvelle, c'est que moi je veux de faire de ce déjumelage, une action internationale, puisqu'il y a beaucoup trop de jumelages de par le monde avec l'entité
Et nos voisins, nos amis français ont énormément de jumelage. Et ce week-end, le week-end qui vient, ils font une grande conférence de plusieurs villes qui se rassemblent à Marseille, plusieurs équipes d'anti-jumelage qui se rassemblent là. Avec Mourad, nous irons pour leur parler. Il y a les gens de Barcelone qui viendront. Donc voilà, l'action, ça contagie les autres. Et la bonne nouvelle, puisqu'on est à Saint-Gilles, n'est-ce pas, et que la semaine dernière, au conseil communal de Saint-Gilles, il y a eu une interpellation citoyenne pour demander l'inverse, un jumelage avec une ville palestinienne, préférence Bethléem, puisque nous avons une place Bethléem où on lit de la poésie tous les samedis, et la commune a accepté. Donc peut-être pas, on ne sait pas encore quelle ville, c'est à nous de proposer un partenariat, pas un jumelage parce que ça coûte trop cher pour que la commune de Saint-Gilles qui est un peu fauchée apparemment, mais un partenariat. Alors nous on va essayer de pousser pour des partenariats avec les camps autour de Bethléem, les 3 camps qui représentent à peu près 30 000 personnes. Et donc ceux-là, évidemment, puisque c'est Saint-Gilles, moi je ne suis pas Saint-Gilloise, on va le répéter, parce que j'aime bien les choses qui se dupliquent, la contagion. On va le faire dans d'autres communes, la mienne, Forêt, on va le demander ailleurs aussi, mais surtout, on va créer une espèce de bibliothèque en ligne des interpellations citoyennes pour des demandes de jumelage, la semaine suivante pour demander un local pour les Palestiniens, le conseil suivant pour demander quelque chose pour la Palestine, plein de choses pour la Palestine, et on va les noyer sous les interpellations citoyennes et on obtiendra ce qu'on pourra. Voilà, donc tenez-vous au courant. Il y a une gazette qui est publiée toutes les 3 semaines dans laquelle vous trouverez toutes ces informations de lutte. La prochaine est en préparation et elle sera focalisée sur les docteurs de Gaza, et surtout sur un docteur de Gaza, un chirurgien qui est ici en Belgique, rescapé, survivant du génocide. C'est docteur Ahmed El-Mourabi du Nasser Hospital. C'était le chef du département des Grands Brûlés. Il vit en Belgique, il travaille en Belgique, il attend que sa famille les rejoigne. Et il a déjà une fondation qui finance une clinique à Beth Lahia et une école aussi. Donc voilà, renseignez-vous, suivez la gazette. Elle est à vous aussi. Si vous avez des choses à partager, s'il vous plaît, envoyez-les à l'email de la Gazette. On les publiera dès qu'on peut. Donc, comme je l'ai dit, la Belgique, il est spécialiste, je parle du gouvernement, pour parler et ne rien faire. Donc, si je l'ai dit, c'est évidemment pour qu'on ne fasse pas la même chose. Donc, en fait, chacun de nous a le pouvoir d'interpeller les représentants à tous les niveaux de pouvoir, que ce soit le communal, le régional ou le fédéral. Donc, on n'est pas obligé d'être d'Ixelles, mais on peut interpeller, nous, citoyens, de n'importe quelle manière, c'est-à-dire avec notre contenu, les élus de la commune d'Ixelles pour leur demander et appuyer donc cette campagne. Je rappelle aussi, et ça c'est vraiment en termes de dignité, si vous réussissez à vivre dans ce pays et que ça ne vous dérange pas, il y a un souci. Il y a des belgo-israéliens qui servent à Gaza et qui sont donc coupables de crimes de guerre et de génocide. Ça vous paraît un petit peu, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire la même chose que ce qu'on a fait pour les Syriens. Il y a des Belges, belgo-marocains, qui sont allés en Syrie. Tout le monde l'a entendu. On connaît leur nom, leur prénom, le nom de leur mère, le nom de leur père, leur adresse, où ils ont été à l'école, s'ils fumaient du shit ou s'ils buvaient de l'alcool. On sait tout sur leur vie. On ne connaît rien sur les citoyens belges qui sont à Gaza. Donc, vous avez le pouvoir pour votre dignité, pas les Palestiniens. Les Palestiniens ne sont pas concernés dans ça. Pour votre dignité, c'est d'interpeller tous les élus en votre nom et leur demander qu'est-ce qu'il en est des citoyens belges, israéliens qui servent à Gaza depuis le 7 octobre. Qu'est-ce qu'il en est? Quand ils vont rentrer en Belgique, est-ce qu'ils vont être suivis par la sûreté de l'État? Est-ce que leur domicile sera sous surveillance? Est-ce qu'on surveillera s'ils ont des armes chez eux? Est-ce qu'on surveillera qu'ils n'habitent pas trop près de familles musulmanes, palestiniennes ou près de mosquées? Donc, interpeller au niveau de la commune, interpeller au niveau fédéral pour les belgo-israéliens qui servent à l'armée et
voilà, encore le dernier geste qu'on peut faire aujourd'hui concrètement, c'est d'acheter le livre de Ramzy Baroud. Si vous en avez les moyens, c'est d'en acheter et de les offrir. Ça tombe bien, c'est les périodes de fête. Et donc, de profiter de le faire signer. Et je vous demanderai encore une chose, comme je l'ai dit, c'est pas juste une rencontre aujourd'hui, c'est vraiment un honneur et vraiment de faire ressentir à Ramzy qu'il n'est pas seul, on est avec lui, on le soutient et en fait on est une grande famille. Et lui dire qu'à Bruxelles, il est chez lui. Voilà, merci.